Bonjour, aujourd'hui on va commencer notre premier module de neurologie. Le premier cours c'est un rappel anatomique. Alors, il faut savoir bien que notre système nerveux est l'ensemble des structures qui assurent la réception, l'intégration, la transformation et la transmission des informations provenant de l'environnement, de l'organisme et de lui-même. Donc, il assure la régulation des principales fonctions de l'organisme. L'unité fonctionnelle du système nerveux est la neurone. Le système nerveux comprend deux parties. On a le système nerveux cérébro-spinal qui est composé du système nerveux central et du système nerveux périphérique. Et on a le système nerveux organo-végétatif qui comprend le sympathique et le parasympathique. Alors, le système nerveux central est une partie intégratrice, encore appelée l'axe cérébro-spinal ou le névraxe, est une volumineuse masse nerveuse contenue dans la cavité crânienne, qui est l'encéphale, et une partie dans le canal rachidien, qui est la moelle épinière. Donc, il faut savoir bien que le système nerveux central est composé de l'encéphale et de la moelle épinière. Maintenant, le système nerveux périphérique, qui est une partie réceptrice et effective, constituée des nerfs crâniens et spinaux qui relient les organes au système nerveux central. Donc, en grosso modo, le système nerveux central qui est composé de l'encéphale et la moelle épinière et le système nerveux périphérique qui est composé des nerfs crâniens et spinaux. Maintenant, on va parler de l'organisation du système nerveux central. Il faut savoir bien que le système nerveux central est composé du cerveau, le diencéphale, le cervelet et le tronc cérébral. Donc, il est composé du cerveau, du cervelet, du tronc cérébral et du encéphale. On va parler du cerveau maintenant. C'est la partie la plus importante et responsable des fonctions cognitives, يعني الوظائف المعرفية ولا الإدراكية. عندنا les mouvements volontaires de la perception et de la mémoire. Il est divisé en deux hémisphères cérébraux. Ces deux hémisphères qui communiquent entre eux par un faisceau de fibres nerveuses appelées les corps calleux. Donc, comme on a déjà dit, le cerveau est composé de deux hémisphères cérébraux qui communiquent entre eux par un faisceau de fibres nerveuses appelées les corps calleux. Donc, chaque hémisphère est composé des lobes. عندنا lobe frontal, lobe pariétal, lobe temporel, lobe occipital, lobe insulaire et la lobe limbique. Voilà, les lobes ils sont montrés au niveau de la photo. On a la lobe frontale, la lobe temporelle, la lobe occipitale, le lobe pariétal. D'accord? Ce sont les composantes du cerveau. Les lobes. Maintenant, on va parler du fonction de chaque lobe. La lobe frontale commande volontaire des mouvements. La prise de décision, le raisonnement, la planification, la production du langage, la régulation des émotions et des comportements sociaux. C'est la lobe frontale.
La lobe pariétale, intégration des informations sensitives, la perception du schéma corporel et orientation spatiale, le traitement des stimuli tactiles, thermiques et douloureux. Une petite remarque, il faut bien savoir qu'une lésion du côté droit du lobe pariétal peut entraîner des troubles de l'orientation spatiale, même dans les lieux familiaux. Et si le côté gauche qui est lésé, les capacités à comprendre le langage, parler ou écrire peuvent être altérées. Maintenant, le lobe temporel responsable du traitement auditif, l'aire auditive primaire, la compréhension du langage, l'aire de Wernicke, le stockage de la mémoire et long terme de l'hippocampe, ou la régulation des émotions par les amygdales. La lobe occipital, analyse et réception des informations visuelles, la reconnaissance des formes, des couleurs et des objets, l'aire insulaire responsable à la perception du goût et de la douleur vésicale, la régulation des émotions et de l'empathie. Finalement, la lobe limbique, la gestion des émotions et de la mémoire. Maintenant, on va parler d'une structure aussi importante qui sont les noyaux gris centraux ou les ganglions de la base. Ce sont un groupe de structures sous-corticales situées au cœur de la substance blanche du cerveau. Ils font partie du système moteur extrapyramidal et fonctionnent en conjonction avec les systèmes pyramidal et limbique. D'une façon générale, la fonction des noyaux gris centraux est d'affirmer les mouvements volontaires. Ils reçoivent du cortex cérébral les impulsions nécessaires au mouvement à venir. Impulsions qui traitent et ajustent, transmettent leurs instructions au thalamus qui les relaie ensuite au cortex. Enfin, l'instruction de mouvement affinée est transmise aux muscles squelettiques par les voies du système moteur pyramidal. Ils sont au nombre de 5. Maintenant, le striatum, le noyau codé plus le putamen. Elles sont localisées la partie la plus externe des ganglions de la base. Leur rôle principal, ce sont les points d'entrée des informations, initiation et modulation du mouvement, apprentissage moteur et cognitif. Voilà, comme vous voyez sur la photo, en haut, le putamen. D'accord? On a aussi le globus capé, le globus pallidus externe, la partie médiane des ganglions de la base, responsable à la régulation du noyau sous-thalamique et module la voie indirecte. On a le globus pallidus interne, la partie médiane du ganglion, une sortie principale vers le thalamus. L'inhibition, il est responsable de l'inhibition des mouvements indésirables. عندنا les noyaux sous-thalamiques situés sous le thalamus excitent le globus pallidus interne et la substance noire réticulée. Elle est responsable à l'amplification des inhibitions des mouvements indésirables ou la parasite. عندنا la substance noire parce compactant au niveau du mésencéphale, produit de la dopamine, module les voies directes, donc facilite et indirecte l'inhibe. On a la substance noire pars reticulata au niveau du mésencéphale, inhibe certaines activités du thalamus et participe au contrôle moteur.
Donc, d'une façon générale, ces structures fonctionnent ensemble pour réguler l'initiation, l'amplitude et la fluidité des mouvements, et leur dysfonctionnement entraîne des troubles moteurs. Par exemple, la maladie du Parkinson, le corée de Huntington. Un petit mot sur le corée de Huntington, non? C'est une maladie héréditaire et rare qui se traduit par une dégénérescence neurologique provoquant d'importants troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques et évoluant jusqu'à la perte d'autonomie puis la mort. Maintenant, on va parler du système limbique. Le système limbique, c'est l'ensemble des structures cérébrales impliquées dans les émotions, la mémoire, le comportement et la motivation. Donc, c'est la région de l'encéphale qui forme une frontière physique entre le cerveau et l'hypothalamus, d'où son nom, le système limbique, qui vient du mot latin limbus, qui signifie des bords. Il est considéré comme l'épicentre de l'expression émotionnelle et comportementale. Il assure l'alimentation, l'oubli, le combat. Donc, à une réponse, les émotions responsables de la vie familiale, surtout au niveau de reproduction. D'accord? Il est composé de l'hippocampe, situé au niveau du lobe temporel médial, responsable à la mémoire et l'apprentissage, la conversion de la mémoire à court terme en mémoire à long terme. On a les amygdales situées au niveau du lobe temporel, près de l'hippocampe, qui est responsable à la régulation aussi des émotions, peur, agressivité, traitement des stimuli menaçants. On a le gyrus singulaire entoure le corps calleux. Le corps calleux, c'est la partie qui sépare les deux hémisphères, responsable à la régulation des émotions, la tension, traitement de la douleur. On a le fornix, relie l'hippocampe aux autres structures, responsable à la transmission des signaux entre les différentes parties du système limbique. On a l'hypothalamus, sous le thalamus, la régulation des fonctions autonomes comme le faim, la soif, la température, les hormones. C'est le lien, fait le lien avec le système endocrinien. On a le thalamus, les noyaux antérieurs, c'est au niveau du centre du cerveau, relaie les informations sensorielles et émotionnelles vers le cortex. Ou on dit les corps mammillaires, situés au niveau du partie postérieure de l'hypothalamus, impliqués dans la mémoire et la connexion entre l'hippocampe et le thalamus. Donc, de façon générale, le système limbique joue un rôle essentiel, comme on a déjà dit, dans les réactions émotionnelles, la motivation, la mémoire et certains comportements instinctifs. Un dysfonctionnement au niveau du système limbique peut être impliqué dans des troubles comme l'anxiété, la dépression ou certaines maladies neurovégétatives comme maladie d'Alzheimer. Alors, comme vous voyez sur la photo, on a le fornix, on a les noyaux sous-thalamiques, on a les corps mammillaires, on a la substance noire, on a le thalamus. Voilà, on a l'hippocampe, c'est la porte d'entrée du circuit de Papez. Il faut bien savoir que le circuit de Papez, c'est l'ensemble de connexions entre l'hippocampe, les corps mammillaires et le thalamus. A un rôle très important dans la formation des souvenirs. On a les corps mammillaires, les amygdales qui sont portes d'entrée du circuit de mémoire et des émotions. On a thalamus ou le gyrus singulaire.
Maintenant, on va parler du diencéphale. Le diencéphale est une région du cerveau située entre le tronc cérébral et les hémisphères cérébraux. Il regroupe plusieurs structures importantes impliquées dans la régulation sensorielle, motrice, autonome et endocrinienne. Il est creusé dans une cavité appelée le troisième ventricule. Donc les structures du diencéphale, عندنا thalamus, situé au centre du diencéphale, joue un rôle dans le relais sensoriel et moteur entre la moelle épinière, le tronc cérébral et le cortex cérébral. عندنا l'hypothalamus, sous le thalamus, régulation des fonctions autonomes, enfin température, contrôle du système endocrinien via l'hypophyse. عندنا l'hypothalamus, partie dorsale du diencéphale, comprend la glande pénéale qui est responsable à la régulation du cycle veille-sommeil par la mélatonine. Le subthalamus sous le thalamus, un rôle moteur en lien avec les noyaux gris centraux, donc responsable à la coordination des mouvements. Le métathalamus, la partie postérieure du thalamus, comprend les corps géniculés, latéral qui est responsable à la vision ou le médial qui est responsable à l'audition. Donc, d'une façon générale, le diencéphale est une région clé du cerveau qui agit comme un centre de relais et de régulation pour de nombreuses fonctions sensorielles, motrices, endocriniennes et autonomes. Voilà, c'est un schéma qui résume l'anatomie du diencéphale. Dans la glande pénéale, thalamus, l'hypophyse, voilà, et l'hypothalamus. Maintenant, on va parler du tronc cérébral. Le tronc cérébral est une structure essentielle du système nerveux central, reliant le cerveau à la moelle épinière. Il est situé dans la partie distale du cerveau qui se compose du mésencéphale, du pont, là, la protubérance, le bulbe rachidien ou la moelle allongée, à la forme d'une tige qui s'étend caudalement à partir de la base de l'encéphale. Il facilite la communication entre l'encéphale, le cervelet et la moelle spinale. A un rôle fondamental dans la transmission des informations nerveuses et contre les fonctions vitales, comme la respiration, le rythme cardiaque et la pression artérielle. Donc, on va parler des structures qui composent le tronc cérébral. Le mésencéphale, c'est la partie supérieure du tronc qui est localisée au niveau du partie supérieure du tronc cérébral. Le rôle principal, contrôle moteur, le relais des voies visuelles et auditives, coordination des mouvements réflexes. Donc, le pont, partie médiane, entre le mésencéphale et le bulbe rachidien, communication entre le cerveau et la moelle épinière, régulation du sommeil et de la respiration. Finalement, on a le bulbe rachidien qui est situé au niveau de la partie inférieure en continuité avec la moelle épinière, responsable à le contrôle des fonctions vitales, comme on a déjà dit, la respiration, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, et des réflexes de la déglutition, la toux et les vomissements. Donc, le tronc cérébral contient également des noyaux des nerfs crâniens et des centres régulateurs de fonctions autonomes, ce qui fait une structure essentielle à la survie et aux interactions sensoro-motrices du corps. Maintenant, on a le cervelet. C'est la partie de l'encéphale située à la base du crâne, en arrière du tronc cérébral, et responsable de la coordination des mouvements, équilibre et posture, apprentissage moteur. Il est composé du vermis, responsable à la posture et l'équilibre, les deux hémisphères cérébraux responsables à la coordination des mouvements, et la lobe floculo-nodulaire responsable à l'équilibre et les mouvements oculaires. On a terminé avec l'encéphale, donc on va aborder la deuxième partie du système nerveux central qui est la moelle épinière ou la الحبل الشوكي
ou encore appelée la moelle spinale, constitue avec le cerveau le système nerveux central. C'est un cordon situé dans le canal vertébral qui prolonge le tronc cérébral et s'étend jusqu'à la deuxième vertèbre lombaire. La fonction principale de la moelle épinière est la transmission des signaux entre cerveau et le corps, contrôle des réflexes automatiques. Elle est organisée des faisceaux sensitifs et moteurs humains. Il faut bien savoir que la moelle a la capacité de générer des commandes, mais uniquement pour les processus involontaires, c'est-à-dire les réflexes. Lorsqu'on fait une coupe au niveau des parties du système nerveux central, لقينا بلي عندنا deux régions ou deux parties. عندنا la substance grise ou la substance blanche qui est différente par leur coloration. La substance grise, c'est la couche la plus externe de la moelle épinière et la partie interne de l'encéphale. Elle est composée de la corne antérieure de la moelle, la corne postérieure et la corne latérale. D'une façon générale, la substance grise responsable à l'intégration des réflexes et transmission des signaux moteurs et sensitifs, composée de la corne antérieure de la moelle, commande muscle à la motricité, corne postérieure, la transmission des informations sensitives, et les cordons latéraux, les voies motrices et sensitives responsables à la température et la douleur. Comme vous voyez sur la photo, je dis la forme d'un H, il y a la substance grise, ou qui s'entoure, il y a la matière blanche. قلنا عندنا le corne antérieur وعندنا le corne postérieur. لازم تعرفوا ديما منين هذاك le gonflement هذاك le ganglion sensoriel هذيك هي la voie postérieure, la racine postérieure sensitive, ou l'autre هي la racine antérieure motrice. تفرقوا بيناتهم. عندنا le gonflement هذاك هو اللي حيعطيني la racine postérieure sensitive. Non, la moelle épinière donne naissance à 8 nerfs spinaux cervicaux, le C1 حتى le C8. On a 12 nerfs spinaux thoraciques, le T1 حتى le T12. On a 5 nerfs spinaux lombaires du L1 jusqu'au L5, 5 nerfs spinaux sacrés du S1 حتى le S5, et on a un nerf spinal coccygien, c'est le C1. La moelle est composée d'une substance grise et une substance blanche. La substance grise, on appelle la partie centrale de la moelle, la couche la plus externe de l'encéphale, le cortex cérébral, et donc plusieurs noyaux sous-corticaux. Maintenant, on va parler de la substance blanche, qui est la couche la plus externe de la moelle et la partie interne de l'encéphale. La substance grise, on appelle le corps antérieur, postérieur ou latéral, responsable à l'intégration des réflexes et transmission des signaux moteurs et sensitifs. Maintenant, on va parler de la substance blanche, qui est responsable à la conduction des influx nerveux entre le cerveau et le reste du corps. On a deux faisceaux. On a le faisceau sensitif ascendant et on a le faisceau moteur descendant. Le faisceau sensitif ascendant responsable, puis le faisceau spinothalamique responsable à la douleur et la température. On a le faisceau lemniscal, proprioception et le tact fin. On a le faisceau moteur descendant, puis le faisceau pyramidal qui est responsable à les mouvements volontaires. On a les faisceaux extra-pyramidaux qui est responsable des mouvements automatiques et posturels. On a déjà terminé avec le système nerveux périphérique. Maintenant, on va parler du système nerveux central. Maintenant, on va parler du système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique est composé des nerfs
Il est composé essentiellement des nerfs. عندنا les nerfs spinaux et les nerfs crâniens qui relient les organes au système nerveux central. Les nerfs, ce sont des cordons blancs qui relient les différentes parties de l'organisme au système nerveux central. Donc, les nerfs en relation avec la moelle épinière sont appelés les nerfs spinaux. Ceux qui sont en continuité avec l'encéphale, on les appelle les nerfs crâniens. Les nerfs spinaux et crâniens sont disposés par paires et symétriquement de part et de l'autre de l'axe nerveux central. نبداو باللي nerfs crâniens. Ce sont des nerfs périphériques. Les nerfs crâniens, ce sont des nerfs périphériques. Ce sont des nerfs périphériques qui émergent des noyaux nerveux crâniens du tronc cérébral et de la moelle spinale. Ils innervent la tête et le cou. Ils sont numérotés de 1 à 12 selon leur ordre de sortie par les fissures du crâne. On a le nerf olfactif, perception des odeurs, optique, responsable à la vision, oculomoteur, mouvement des yeux, ouverture des paupières. On a le trochléaire, les mouvements de l'œil, oblique supérieur. On a le cinquième, le trait jumeau, responsable à la sensibilité faciale et la mastication. On a les étapes du sens, mouvement latéral de l'œil, facial, expression faciale, le goût au niveau des deux tiers antérieurs au langage. On a le nerf 8 vestibulo-cochléaire responsable à l'audition et l'équilibre. On a le 9 qui est le glossopharyngien, le tiers postérieur responsable à le goût, la langue, la déglutition. On a le 10 le vague responsable à la régulation autonome au niveau du cœur et de la digestion. On a les accessoires mouvements du cou et les épaules. Ou le dernier, c'est l'hypoglosse responsable à les mouvements de la langue. هادو les nerfs crâniens au nombre de 12. وعندنا les nerfs spinaux, ou la trachétie en contact avec la moelle spinale, émergent des segments de la moelle spinale. Ils sont numérotés selon leur segment spécifique d'origine. عندنا ils sont des nerfs mixtes, moteurs et sensitifs, qui émergent de la moelle épinière. عندنا 8 paires du nerf cervicaux de C1 à C8, responsables à la mobilité et la sensibilité du cou, des bras et du diaphragme. وعندنا les nerfs thoraciques du T1 à T12, responsables à l'énervation du thorax et des muscles intercostaux. عندنا 5 paires des nerfs lombaires, contrôle des muscles et de la sensibilité des jambes. Le nerf sacré, énervation du bassin, des organes génitaux et des membres inférieurs. Et finalement, on a le nerf coccygien, c'est le rôle mineur dans la sensibilité de la région coccygienne. Donc, ces nerfs responsables à la communication entre la moelle et le corps, permettant le contrôle moteur, la sensibilité et les réflexes. Il faut bien savoir que les nerfs spinaux énervent tout le corps, à l'exception de la tête. Et chaque nerf spinal se détache de la moelle épinière par deux racines, l'une antérieure ou motrice et l'autre postérieure sensitive. Sur le trajet de la racine sensitive, existe un refoulement ganglionnaire, c'est le ganglion spinal. La différence entre la corne antérieure ou le postérieur. Les ganglions spinales, ce sont des amas de corps cellulaires neuronaux en dehors du système nerveux central, ce qui signifie qu'ils sont les équivalents du système nerveux périphérique des noyaux sous-corticaux du système nerveux central. Ils peuvent être sensitifs ou moteurs. Voilà, ce sont les nerfs olfactifs, optiques, oculomoteurs, trochléaires, les traits jumeaux, l'abducens facial, auditif, le glossopharyngien, le nerf vague, le nerf accessoire et l'hypoglosse. Sur le plan
microscopique et cellulaire. Le système nerveux est composé classiquement par deux types cellulaires. On a les neurones ou les cellules gliales. نبدأ les neurones. Les neurones, ce sont les cellules principales. Ce sont les cellules principales fonctionnelles conductrices du système nerveux. Chaque neurone est composé d'un corps et un prolongement cytoplasmique qui sont les neurofibrés. Le corps où se trouvent les organites et initiations du potentiel d'action. Il est composé du noyau, cytoplasme et le cytosquelette. Les neurofibrés ou là, les prolongements, ce sont les dendrites et les axons. Donc, les neurones, on appelle les cellules principales composées du corps ou encore le soma, les fibres, le noyau, le cytoplasme, le cytosquelette, responsable à l'intégration de l'information, les informations. On a les dendrites ou on a les axons. La différence entre dendrite et axone, que l'axone lent et conduise des impulsions hors du corps neuronal est unique. On conduit l'influx vers d'autres neurones ou vers les cellules effectrices pour constituer une synapse. Ou on a les dendrites courts et arborescentes qui transmet l'influx vers le corps du neurone et reçoivent des impulsions des autres neurones. Ils sont nombreuses et variables. Il faut bien savoir qu'il y a des neurones qui sont enveloppés d'une structure lipoprotéique, c'est la gaine de myéline, qui présente des interruptions appelées les nœuds de Ranvier. Et d'autres neurones sont dépourvus de myéline et sont amyélinisés. On a deux types de neurones. On a les neurones efférents avec eux, moteurs ou descendantes, envoient des impulsions nerveuses du système nerveux central vers les tissus périphériques, ou afférentes avec A, sensorielles ou ascendantes, conduisent les impulsions des tissus périphériques vers le système nerveux central. Donc, résumer au niveau de la moelle, on a une racine motrice située à l'avant de la moelle dans la corne antérieure, responsable à l'information ou l'influx nerveux descendant du cerveau vers le reste du corps. Ces racines permettent d'effectuer des mouvements volontaires. Ou les racines sensitives situées à l'arrière de la moelle dans la corne postérieure. L'information remonte du corps vers le cerveau. Ces racines permettent au cerveau de recevoir des informations relatives au toucher, à la position du corps ou des membres, à la douleur, aux vibrations et à la température. On a une notion très importante qui sont les dermatomes maintenant. Les dermatomes, ce sont des ondes de la peau dont les nerfs sensitifs proviennent tout d'une seule racine. Les nerfs sensitifs et sortent de chaque espace intervertébral. Par exemple, les informations sensitives de l'arrière de la cuisse sont remontées vers le cerveau par le nerf sensitif entrant dans la moelle épinière par le foramen du deuxième vertèbre sacrée. Voilà, les dermatomes. Il y a une notion aussi très importante, les synapses. Les synapses unissent les neurones entre eux. C'est le site où un axone se connecte à une autre cellule pour transmettre l'impulsion nerveuse. La synapse ne se
connecte pas directement à la cellule suivante, l'impulsion déclenche la libération de substances chimiques et même les neurotransmetteurs. Voilà. Donc, les cellules gliales, ce sont des neuroglies ou des glies. Ce sont des plus petites, non excitables, qui agissent pour soutenir les neurones. Elles myélinisent les neurones, maintient l'équilibre homéostasique et offre un soutien structural dans la protection et la nutrition aux neurones dans tout le système nerveux. Les astrocytes, la barrière hémato-encéphalique, régulation du métabolisme, ou les oligodendrocytes responsables à la myélinisation des axones, les microglies, la défense immunitaire du système nerveux central, ou les épendymyocytes responsables à la production du liquide cérébro-spinal. Voilà, ce sont les structures gliales. Les cellules gliales, les astrocytes, les microglies, les oligodendrocytes. Maintenant, on va parler du système nerveux autonome. Il y a la partie involontaire du système nerveux périphérique, divisé en système nerveux sympathique et le parasympathique, composé de fibres motrices viscérales qui innervent toutes les structures involontaires du corps. Muscles cardiaques, les cellules glandulaires, les muscles lisses présents dans les parois des vaisseaux sanguins et des organes creux. Le système sympathique. Activation du corps en situation de stress, augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle et la dilatation des pupilles. Donc là, le système sympathique ajuste notre corps pour les situations d'activité physique accrue et stimule des réponses telles qu'une réception plus rapide, une fréquence cardiaque augmentée et une augmentation de la pression artérielle. Les fibres nerveuses sympathiques ont une origine thoracolombaire, ce qui signifie qu'elles proviennent des segments de la moelle spinale du T1 L2, L3. Elles forment une synapse avec les ganglions prévertébraux et paravertébraux, à partir desquels les fibres postsynaptiques se dirigent vers les viscères cibles. Le système parasympathique ralentissent du rythme cardiaque, la digestion et la conservation d'énergie, la constriction des pupilles. Le parasympathique ajuste notre corps pour conservation de l'énergie, activant les activités repos et digestion. Les nerfs du système nerveux parasympathique ralentissent les actions du système cardiovasculaire et augmentent le péristaltisme et la sécrétion glandulaire. Les fibres du système parasympathique ont une sortie crânio-sacrée, veut dire provient du tronc cérébral et des segments de la moelle spinale S1 S4, plutôt S2 S4. Ils ont d'origine dirigent vers les organes thoraciques et abdominaux où elles forment des synapses dans des ganglions situés près ou dans l'organe cible. Le système donc entérique comprend des fibres sympathiques et parasympathiques qui régulent l'activité du tractus gastro-intestinal, formé de fibres parasympathiques du vague, le 10, et des fibres sympathiques des nerfs splanchniques thoraciques formant deux plexus dans la paroi du tube intestinal. On a le plexus sous-muqueux de Meissner, uniquement composé des parasympathiques, ou on a le plexus mésentérique de Roche, l'effet sympathique et le parasympathique. D'une façon générale, on a le système sympathique situé dans la moelle thoracolombaire du T1 L2. Le neurotransmetteur principal, c'est la noradrénaline, ou on a l'acétylcholine. Le rôle prépare l'organisme à l'action-réponse au stress, réaction de fuite ou de lutte. On a le parasympathique au niveau du tronc cérébral, il y a eu des nerfs crâniens, le 3, le 7, le 9 et le 10, et la moelle sacrée, du S2 à S4. On a
Le neurotransmetteur, c'est l'acétylcholine, favorise le repos, la digestion et la récupération. Maintenant, on va parler du structure liquide et vasculaire. نبداو le liquide cérébro-spinal ou le liquide céphalorachidien. C'est un fluide clair qui circule dans les ventricules cérébraux, le canal éppendymaire et les espaces sous-arachnoïdiens. C'est un liquide incolore qui baigne le cerveau et la moelle spinale et est produit par un tissu spécialisé appelé le plexus choroïde, qui se trouve dans les parois des ventricules cérébraux. Le liquide cérébro-spinal circule séquentiellement à travers les ventricules et les cisternes subarachnoïdiennes pour être finalement réabsorbé dans le système veineux à travers les granulations subarachnoïdiennes. Le volume total c'est environ 150 ml renouvelé 3 à 4 fois par jour. Le liquide céphalorachidien a un rôle de protection mécanique, équilibre hydrique, élimination des déchets, le transport de nutriments et la régulation immunitaire. Les ménages donc. Les ménages, ce sont les 3 membranes qui enveloppent le cerveau et la moelle spinale et les séparant des parois de leur enveloppe osseuse, le crâne et la colonne vertébrale. En nombre de 3 couches protectrices, mais la superficie vers la profondeur, la dure mère, l'arachnoïde et la pimère. La dure mère, c'est la couche externe, rigide et fibreuse, un rôle protège et ancre le cerveau, forme les sinus veineux, l'arachnoïde, couche l'intermédiaire avasculaire qui contient le liquide cérébro-spinal dans l'espace sous-arachnoïdien, la pimère, c'est la dernière couche, ou la couche interne, fine et vascularisée, adhère au cerveau, assure l'apport sanguin. Il faut bien noter que des espaces chaque enveloppe et enveloppe. On a un espace épidural entre le crâne et la dure mère qui contient les artères méningées en cas d'un traumatisme l'hématome épidural en cas de rupture. On a un espace sous-dural entre la dure mère et l'arachnoïde qui contient des veines l'hématome sous-dural. On a l'espace sous-arachnoïdien entre l'arachnoïde et la pimère. Le liquide cérébro-spinal et les vaisseaux sanguins. Les pathologies liées au liquide cérébro-spinal et ménage, la méningite, c'est une infection bactérienne ou virale, inflammation des méninges qui donne des fièvres et raideurs de la nuque, l'hématome épidural dû à une rupture d'une artère méningée en cas de traumatisme crânien. Compression rapide du cerveau, c'est une urgence neurochirurgicale. On a un hématome sous-dural, rupture d'une veine pontique en cas de choc. Compression cérébrale lente, des signes neurologiques progressifs. On a l'hydrocéphalie, c'est l'excès du liquide cérébro-spinal dû à une obstruction ou mauvaise résorption. Une HIC, donc hypertension intracrânienne ou macrocéphalie chez l'enfant. En résumé, le liquide cérébro-spinal protège, nourrit et élimine les déchets cérébraux. Les méninges enveloppent et protègent le système nerveux central. Toute altération peut provoquer des maladies graves comme la méningite ou l'hydrocéphalie. Voilà. Maintenant, on va parler de la vascularisation cérébrale. Le cerveau est alimenté par un réseau complexe d'artères qui assure un apport constant en oxygène et nutriments et divisé en 2 systèmes majeurs. Les artères carotides internes ou le système carotidien antérieur ou le système vertébro-basilaire
au postérieur. نبداو le système carotidien. On a l'artère carotide interne qui donne l'artère cérébrale antérieure ou l'artère moyenne. L'artère cérébrale antérieure irrigue le cortex médial, la face interne des lobes frontaux et pariétaux. Ou l'artère cérébrale moyenne qui irrigue le cortex latéral, frontal, pariétal, temporal et les noyaux gris centraux. Ou le système vertébro-basilaire qui fait les artères vertébrales fusionnant une artère basilaire qui donne l'artère cérébrale postérieure ou les artères cérébelleuses. L'artère cérébrale postérieure irrigue les lobes occipitaux et temporaux internes, ou les artères cérébelleuses responsables de l'irrigation du cerveau et le tronc cérébral. Il y a une notion très importante au niveau de la vascularisation du cerveau, il y a le polygone de Willis est une anastomose artérielle située à la base du cerveau, permettant une circulation collatérale en cas d'occlusion vasculaire. Donc c'est un réseau de suppléance. Il est formé par l'artère communicante antérieure et postérieure reliant les systèmes carotidiens et vertébro-basilaires. Les pathologies associées en relation avec la vascularisation et une AVC ischémique, la cause due à une obstruction d'une artère cérébrale par thrombose ou la embolie, un déficit neurologique focal ou une AVC hémorragique, accident vasculaire cérébral hémorragique, rupture d'une artère cérébrale par anévrisme ou la hypertension, une hémorragie intracérébrale ou les thromboses veineuses cérébrales due à une occlusion des veines cérébrales, une hypertension intracrânienne, HIC ou les céphalées. En résumé, le système carotidien irrigue la partie antérieure du cerveau, le système vertébro-basilaire alimente la partie postérieure et le polygone de Willis ou la Willis c'est un réseau de suppléance ou là une circulation de secours. Voilà, on a l'artère cérébrale antérieure, polygone de Willis, l'artère communicante antérieure, l'artère cérébrale postérieure, carotide interne, carotide primitive, les artères vertébrales, les artères carotides externes. C'est le polygone de Willis.